Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Tout l'été, je vous propose de voir ou de revoir les temps forts de la dernière session parlementaire. Retour aujourd'hui aux travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Une commission d'enquête présidée par le sénateur Les Républicains Jean-François Husson et qui avait pour rapporteur Leïla Aïchi, sénatrice écologiste. Cette commission d'enquête avait chiffré à 100 milliards d'euros par an le coût annuel de cette pollution de l'air pour la France. Dans le cadre de ces travaux, elle avait auditionné la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Et vous allez le voir, à l'époque, les échanges avaient été plutôt musclés avec la rapporteure de cette commission d'enquête, Leïla Aïchi. Cette dernière, en effet, attaquait le gouvernement, estimait qu'il n'y avait pas d'efforts suffisants faits pour réduire la place du diesel en France. Tout de suite, donc, retour à cette audition. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de vous être engagés sur cette commission d'enquête relative au coût économique et financier de la pollution de l'air parce que c'est un sujet de santé publique majeur. C'est aussi un enjeu social car ce sont les populations les plus fragiles qui sont exposées à une mauvaise qualité de l'air. Les coûts sanitaires de la pollution sont estimés entre 20 et 30 milliards d'euros par an selon une étude de 2012 publiée par mon ministère au Commissariat général du développement durable. Ces coûts sont essentiellement liés à la mortalité. Il faut y ajouter le coût dû à l'inconfort, à l'inquiétude, à la souffrance du fait d'être malade. Sur ces 20 à 30 milliards, 1 à 2 milliards pourraient être directement économisés chaque année pour le système de soins par des mesures simples. Plusieurs dizaines de millions d'habitants en France sont exposés à une mauvaise qualité de l'air dans certaines zones du territoire et particulièrement dans les zones urbaines à forte densité. La France vient de recevoir un avis motivé de la Commission européenne pour non-respect des valeurs sanitaires pour les particules PM10. 10 zones sont visées: Marseille, Toulon, Paris, Douai-Béthune-Valenciennes, Grenoble, Lyon, Nice, la Martinique et quelques zones urbaines en région Rhône-Alpes et PACA. Nous allons très prochainement répondre à cet avis motivé en faisant état des actions engagées, des résultats obtenus, qui conduisent déjà à considérer que le nombre de zones en dépassement s'est probablement réduit, je vais y revenir dans quelques instants, des nouvelles actions engagées, et bien évidemment, je pense que les travaux de votre commission d'enquête qui s'inscrivent dans cette actualité brûlante de la demande de la Commission européenne pourraient fort utilement aussi être transmis comme élément d'appui aux politiques gouvernementales qui tiendraient compte de vos recommandations que le gouvernement pourrait reprendre à son compte et communiquer en complément à la Commission européenne. C'est dire l'importance de vos auditions et de vos propositions auxquelles je serai particulièrement vigilante parce que, je le répète, cela pourra nous aider à répondre à cet avis motivé de la Commission européenne. Des dépassements de valeurs sanitaires pour le dioxyde d'azote concernent également une quinzaine de territoires en France. La Commission a engagé le 13 février 2014 une procédure Union européenne pilote. La Commission a clôturé la procédure et la France vient de recevoir la mise en demeure pour 19 zones. Là aussi, les actions engagées doivent être communiquées à la Commission. Dans ce contexte, la participation de tous les acteurs est indispensable, d'abord pour réduire de manière pérenne les concentrations de polluants dans l'atmosphère en agissant sur le transport, sur l'industrie, sur l'agriculture, sur les constructions, pour éviter les pics et le dépassement récurrent des seuils réglementaires, notamment lorsque les conditions météorologiques les favorisent. Troisièmement, pour informer les Français des risques et des sources de pollution et protéger leur santé et les inciter aussi à agir chaque fois qu'ils le peuvent. Le bilan national de la qualité de l'air qui sera publié par le ministère en septembre montrera qu'en 2014, la situation s'est améliorée, ce qui est la preuve que l'action collective est payante. Pour les particules PM10, seule une agglomération de plus de 250 000 habitants a dépassé les seuils réglementaires contre 5 en 2013. Pour le dioxyde d'azote, 13 agglomérations de plus de 250 000 habitants n'ont pas respecté le seuil de concentration contre 15 en 2013. Petite amélioration, on passe de 13 à 15. Mais il reste donc beaucoup à entreprendre et j'ai engagé pour ma part des actions qui ont été remises en perspective devant le Conseil national de l'air du 2 juin dernier et donc en appui bien sûr sur toutes les propositions des forces vives et des actions notamment qui sont prises par les élus locaux puisque c'est essentiellement dans les agglomérations que l'on a besoin que les forces vives des agglomérations prennent leurs responsabilités.
Premièrement, la création du certificat qualité de l'air, sur lequel je m'étais engagée devant la conférence environnementale, a été mise au point, il va être expérimenté, va donner des avantages aux véhicules les moins polluants. Cette classification va s'appuyer sur les émissions polluantes des voitures particulières, des 2 roues, des poids lourds, des autobus et comportera 7 classes en fonction de la motorisation et de l'âge du véhicule. Une classe spécifique est réservée aux véhicules électriques zéro émission. Une dérogation sera accordée aux véhicules d'intervention et d'urgence. Cette échelle de classement va permettre aux collectivités, notamment aux maires des grandes agglomérations, aux présidents d'agglomération, de moduler finement les mesures incitatives ou restrictives que ces collectivités souhaitent mettre en place en concertation avec les habitants et les acteurs économiques du territoire. Elles pourront par exemple, et je fais référence à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, créer des zones à circulation restreinte qui sont prévues dans la loi dans la partie transport propre, que les sénateurs et sénatrices ici présents connaissent bien pour y avoir abondamment participé. Ces zones à circulation restreinte pour la qualité de l'air seront réservées à certaines classes de véhicules toute l'année ou certains jours de la semaine pour diminuer drastiquement la pollution. Deuxièmement, proposer certains avantages de stationnement, de voies de circulation aux seuls véhicules électriques ou aux véhicules plus faiblement émetteurs pour encourager l'usage. Je souhaite que ce dispositif soit simple et lisible pour les usagers comme pour les agents chargés du contrôle et limite les risques de fraude afin de rendre efficaces les mesures qui seront mises en place à l'appui de cette identification. Donc ce certificat a été élaboré bien évidemment avec le ministre de l'Intérieur puisque bien évidemment pour les contrôles, il faut que les certificats soient lisibles. Il sera délivré par voie postale, à titre individuel, à chaque propriétaire de véhicule qui en fera la demande sur Internet. Il est mis en place au 1er janvier 2016. Des expérimentations seront lancées dès l'automne. Le coût du certificat sera un maximum de 5 €. Bref, c'est une démarche à la fois pédagogique, nullement porteuse d'exclusion, puisque les entreprises pourront être amenées à s'interroger sur l'offre de mobilité qu'elles peuvent proposer à leurs salariés. Les usagers seront responsabilisés sur leur contribution à la qualité de l'air. Les élus disposeront d'un nouveau moyen d'action. Les constructeurs automobiles et les industriels seront incités à innover et à mettre sur le marché des transports propres. Les pouvoirs publics pourront adapter les mesures d'urgence en cas de pic de pollution en interdisant la circulation aux véhicules les plus polluants et pas seulement avec un système pair-impair qui n'a aucun sens en termes de mesure de la pollution, même si ça réduit simplement en volume la circulation, mais ça ne cible pas sur les véhicules les plus polluants. Alors j'ai entendu effectivement un certain nombre de réactions, notamment de la part des foyers qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture moins polluante. Je précise donc que le gouvernement a mis en place une prime de 10 000 € cette année pour inciter à l'achat de véhicules électriques, a étendu cette prime aussi aux véhicules propres d'occasion, ce qui était une forte demande, dont la prime est bien sûr inférieure. Et l'idée, c'est d'inciter aussi les constructeurs à mettre sur le marché des véhicules avec des ventes mensualisées pour permettre aussi à tous les niveaux de revenus à y accéder. J'ajoute aussi que, ne voulant pas d'écologie punitive, ce certificat est facultatif. Alors on me dit, mais pourquoi facultatif? Il faudrait que ça soit obligatoire, etc. Il est facultatif parce que, du coup, seules les voitures propres vont demander le certificat, donc vont bénéficier des avantages. Et la stigmatisation qui était crainte, effectivement, par les certificats sur les voitures les plus polluantes, à la limite, il n'a pas besoin d'exister, puisque les gens qui ont des voitures très polluantes n'ont pas intérêt à mettre le certificat sur leur pare-brise. En revanche, ils ne pourront pas bénéficier des avantages liés aux véhicules propres. Donc on est dans une dynamique positive qui permet effectivement de ne pas stigmatiser. C'était une petite crainte que j'ai vue surgir sur Internet, où les gens qui avaient des voitures polluantes disaient « mais nous, on ne va pas pouvoir se rouler avec un certificat qui va nous stigmatiser de couleur sombre, parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens de changer de voiture ». Donc voilà, vous voyez, il faut prendre en considération tous ces aspects pour que vraiment on s'inscrive dans des dynamiques positives et que ce soit surtout les constructeurs qui s'engagent, les entreprises qui fassent vraiment des plans de mobilité comme c'est prévu dans la loi de transition énergétique, les collectivités territoriales qui développent des transports propres ou les transports de substitution propres quand il y a des pics de pollution. Et c'est cette dynamique-là qu'en second lieu, donc les certificats. Ensuite, j'ai lancé l'appel à projet Ville respirable en 5 ans.
pour mobiliser les collectivités et tester des solutions innovantes. Le cahier des charges a été rendu public. Les collectivités, effectivement, agglomérations, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pollution de l'air. Elles ont des compétences pour agir concrètement. Cet appel à projet va permettre d'expérimenter des mesures radicales pour la qualité de l'air afin de faire baisser sensiblement la pollution. Ils vont bénéficier d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros par lauréat pour déployer localement les dispositifs du projet de loi de transition énergétique et notamment définir rapidement des zones à circulation restreinte, engager rapidement le renouvellement des flottes publiques, des autobus et des taxis, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on leur demande de rouler propre lorsqu'ils voient des bus ou des taxis polluants. Ensuite, mettre en place les primes de conversion, y compris pour les 2 roues et les utilitaires, développer la mobilité électrique avec le déploiement notamment des bornes de recharge de façon accélérée, inciter toutes les entreprises à avoir des plans de circulation, multiplier les incitations au covoiturage et enfin engager les déplacements en 2 roues. Mettre en place ensuite avec les professionnels concernés des mesures de lutte contre la pollution. Dans les transports publics, le ministère a engagé des discussions avec les compagnies d'autobus pour mettre en place des plans d'élimination des diesels les plus polluants. Dans l'industrie, nous avons lancé des audits et des programmes d'action, notamment dans les PME. Ensuite, dans l'activité agricole, qui est une source de pollution importante, qui est taboue, mais je pense qu'il faut avoir le courage de le dire, parce que c'est aussi l'intérêt des agriculteurs qu'on puisse identifier ces sources de pollution, les nommer, et c'est aussi une question de leur propre santé qui est en jeu, et je crois que les choses commencent à évoluer de façon très positive. Il y a le problème des produits d'épandage qui dispersent des polluants dans l'air. Et donc là aussi, il est parfaitement possible de même que j'ai interdit, vous le savez, les épandages aériens, je pense que les pulvérisations qui ont, lorsqu'on a observé les pics de pollution à Paris, jouent un rôle très important dans les pics de pollution, et notamment malheureusement les épandages aériens du centre de l'Europe. Il n'y a pas de frontières pour la pollution, qui ont été rabattus sur le nord de la France et sur l'Est. Il faut donc engager des techniques qui arrêtent déjà en France et puis peut-être mener la bataille au niveau européen pour arrêter les épandages par pulvérisation qui contribuent gravement à la pollution de l'air. Dans la construction, la rénovation thermique des logements, les constructions énergie positive, les filtres à particules pour le chauffage au bois, le remplacement des appareils de chauffage anciens sont également en mouvement. Et dans les appels à projets sur les villes respirables, il faudra que ces villes mettent en place des actions d'information des citoyens, puisqu'on est à la fois dans l'application de la loi de transition énergétique pour la performance énergétique des bâtiments, la mise en place du crédit d'impôt sur la transition énergétique qui permet à tous les particuliers de changer leurs appareils de chauffage anciens polluants en appareils de chauffage plus performants, y compris pour le chauffage au bois. Et puis, les bâtiments énergie positive sont des bâtiments, justement, où il n'y a plus de pollution atmosphérique. Les projets, donc ces projets de villes respirables en 5 ans, et toutes ces actions ne sont pas réservées aux lauréats de l'appel à projet Ville Respirable, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de montrer comment on peut concentrer et accélérer avec une impulsion plus forte la mutation de la civilisation urbaine, finalement, seront réservés aux agglomérations situées dans l'une des 36 zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère approuvé ou en projet. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 5 septembre pour une annonce des lauréats le 25 septembre lors de la Journée nationale de la qualité de l'air. Ça paraît long, mais en fait c'est très court parce que ça veut dire que sur tous les aspects des sources de pollution, il va falloir apporter des projets structurés qui souvent sont déjà en gestation, mais ça va permettre de les accélérer. Les lauréats bénéficieront d'un appui financier et méthodologique, les aides de l'ADEME, le financement du Fonds de la transition énergétique et le programme des investissements d'avenir. Pour les actions agricoles, les financements du ministère seront mobilisés, notamment le plan Écophyto, qui bénéficie là aussi de fonds importants qui pourront être concentrés sur les projets intégrés. En troisième lieu, donc les certificats, l'appel à projet Ville Respirable en 5 ans. Troisièmement, les aides financières en faveur de la qualité de l'air.
Comme cela a été annoncé par le gouvernement lors de la conférence environnementale, il faut rééquilibrer progressivement la fiscalité entre les différentes sources d'essence, enfin entre le diesel et l'essence, pour être clair, en prenant en compte les impacts écologiques pour les entreprises et les citoyens. Donc, le bonus automobile et le nouveau bonus portent déjà leurs fruits pour aider à diffuser des véhicules propres. Au premier trimestre de l'année 2015, je parle du bonus de 10 000 €, on constate une progression de 89% en un an des ventes de véhicules électriques. Enfin, on part de bas, hein. Donc 89, on se fait plaisir, ça fait beaucoup, mais quand même, il n'y a pas raison de ne pas le dire. 2903 voitures particulières exactement électriques ont été immatriculées au premier trimestre contre 1500 le trimestre précédent. Ah oui, mais il faut bien commencer. Bon. Selon les constructeurs, les commandes de véhicules électriques sont déjà en forte hausse en avril, avec des volumes 4 à 8 fois supérieurs à ceux constatés en avril 2014. Les derniers chiffres connus de vente en mai confirment la tendance, mais bien évidemment, on sait très bien ce qu'il faudrait pour déclencher ces achats, c'est le déploiement des bornes électriques, qui est également en cours, puisque dans un programme d'investissement d'avenir, il y a le déploiement des bornes électriques d'un côté, et d'autre part, bien évidemment, c'est l'autonomie qui reste encore le point d'interrogation. Et en même temps, on observe que quand des entreprises ou des particuliers ont fait le choix de véhicules électriques, ils ne peuvent pas revenir en arrière, tellement le progrès qualitatif et financier est considérable. Et donc, une des solutions, sans doute, serait de déployer des flottes électriques dans les entreprises avec des systèmes de location salariée. Il y a aussi le covoiturage, je pense, de véhicules électriques qui pourrait être quand même intéressant, et le déploiement des 2 roues électriques. Le Parlement, je le rappelle d'ailleurs, a souhaité inscrire dans la loi relative à la transition énergétique plusieurs dispositions pour encourager les salariés à utiliser leur vélo. L'indemnité kilométrique vélo, la déduction d'impôt pour les sociétés qui mettent à disposition de leurs salariés des flottes de bicyclettes. Dans le secteur des transports, ces mesures viendront en complément de l'engagement de l'État et des collectivités locales, à qui la loi pour la transition énergétique demandera de renouveler des véhicules propres par leur flotte de véhicules, dont celle de bus et de cars. Je précise aussi que dans la loi de transition énergétique, les collectivités locales doivent obligatoirement, lorsqu'ils remplacent des véhicules des flottes administratives, obligatoirement acheter un véhicule sur 2 qui est un véhicule propre ou électrique. Quatrièmement, il faut vraiment mobiliser la profession agricole sur la qualité de l'air. D'abord parce que, je le rappelle, ce n'est pas les agriculteurs qui polluent les autres, c'est les activités agricoles qui subissent aussi elles-mêmes les dégâts causés par la pollution de l'air. Les rendements agricoles peuvent notamment être impactés par les épisodes de pollution. Les baisses de rendement peuvent aller jusqu'à 20% sur le blé pendant les périodes de forte concentration en ozone. Mais certaines pratiques agricoles contribuent également aux pollutions de l'atmosphère, je l'ai dit. La diminution des émissions de polluants agricoles est indispensable. Elle rejoint d'ailleurs la problématique de relance des pollinisateurs et de lutte contre la mortalité des abeilles et des pollinisateurs, qui est aussi un fléau pour l'agriculture, et notamment sur les épisodes de pollution printaniers, qui est vraiment un sujet à prendre en considération en tant que tel. D'ailleurs, vous avez vu que les pics de pollution dont on a parlé récemment, ce sont les pollutions au printemps, parce que là, on a toute la concentration. On a à la fois une augmentation de la température de l'air, donc la pollution automobile qui s'accentue, et on a bien sûr les épandages agricoles qui viennent renforcer la pollution de l'air par les transports. Et donc, il y a une forte contribution de l'ammoniac dans la formation des particules, au même titre que les émissions liées au trafic. Des nouveaux financements sont mis en place pour expérimenter, avec le soutien du ministère de l'Agriculture et de l'ADEME, des pratiques plus performantes. Une enveloppe de 20 millions d'euros sur 5 ans est dédiée à ce programme. Il y a donc les moyens financiers. Il faut maintenant les cibler et les orienter vers des actions efficaces. Une table ronde avec la profession agricole sur la qualité de l'air est en cours d'organisation pour examiner quelles solutions s'offrent aux exploitants à l'approche de la période d'hiver aussi, plus propice aux épisodes de pollution. Donc il y a le pic de printemps et ensuite il y a le pic d'entrée dans l'hiver. Cinquièmement, je souhaite améliorer le dispositif de gestion des épisodes de pollution.
Et vous vous souvenez toutes les polémiques au mois de mars dernier. Et donc, j'ai mandaté avec les ministres en charge de l'Intérieur et de la Santé une mission d'inspection sur la gestion des épisodes de pollution pour disposer des recommandations pour faire face aux prochaines crises. Cette mission a présenté ses réflexions devant le Conseil national de l'air début juin et va rendre son rapport très prochainement. Sixièmement, je souhaite développer la surveillance des polluants non réglementés pour avoir une approche dynamique. Une campagne nationale exploratoire de surveillance des pesticides a été lancée, comme décidé dans le cadre de la feuille de route de la dernière conférence environnementale. Elle va s'appuyer sur les recommandations de l'ANSES, sur le protocole harmonisé de surveillance qui a été établi par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air et mis en œuvre par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. L'ANSES est en cours de saisine aussi pour les autres polluants non réglementés, car il convient d'être vigilant dans les années qui viennent. Une journée nationale de la qualité de l'air est prévue le 25 septembre, là aussi pour mobiliser tous les Français. Donc ce sera intéressant qu'à ce moment-là, on puisse déployer les actions et les recommandations qui seront les vôtres. Enfin, il y a toutes les actions aussi de mesure de la qualité de l'air dans les établissements qui reçoivent du public, vous savez, en particulier dans les écoles. Moi, j'avais été saisie par les maires pour essayer d'être plus pragmatique sur la question de la mesure dans chaque pièce, de chaque crèche, de chaque école maternelle, de chaque collège et de chaque salle de lycée. Je m'en suis rendu compte en tant que présidente de région, parce que quand j'ai vu inscrit le budget pour le calcul, le contrôle de la qualité de l'air, je me suis dit, mais comment est-ce que toutes les collectivités vont payer une charge interne? Donc j'ai assoupli le texte réglementaire et j'ai fait mettre au point par quel organisme qui a mis au point un kit, l'INERIS qui a mis au point un kit de mesure de l'air, ce qui fait que les employés municipaux peuvent procéder eux-mêmes aux mesures de qualité de l'air dans leurs équipements municipaux, les départements dans les collèges, les régions dans les lycées, sans avoir recours à des cabinets privés très, très coûteux. En revanche, s'ils veulent un approfondissement d'une indication donnée par des kits d'autocontrôle de la qualité de l'air, bien évidemment, là, ils peuvent procéder à des analyses complémentaires. Voilà, il y aura encore certainement beaucoup de choses à dire, mais j'imagine que vous avez des questions. Tels sont les éléments, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que je tenais à porter à votre connaissance, en étant bien évidemment, comme je vous le dis, très attentive et très demandeuse des propositions que vous ferez, car, je le répète, nous sommes dans un contentieux européen, et moi je le vois de façon positive, tant mieux. On a un contentieux européen, donc moi j'ai engagé mon ministère, où souvent on est dans des positions défensives et on essaye de trouver des arguments pour contester la mise en demeure européenne. Eh bien moi je pense qu'il faut faire tout le contraire et saisir les occasions de ces mises en demeure européennes pour être à la hauteur et puis pour changer de modèle, pour faire en sorte que d'un problème nous fassions une solution et même un élément de progrès et d'anticipation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je note avec satisfaction et plaisir le bonheur qui est le vôtre de connaître des contentieux pour sortir à la fois avec envie et avec le sourire surtout. Et comme le sourire est sur ma voisine, Madame la rapporteure, je ne résiste évidemment pas plus longtemps à la joie de lui passer la parole. Je nous appelle simplement, à l'issue des questions de Madame la rapporteure, à de la concision, chers collègues. Lorsque chacun de nous aura la parole, je vous vois déjà nombreux et gourmand pour le questionnement. Simplement, notre temps, comme celui de Madame la Ministre, est également compté. Et je vais, pendant que Madame la rapporteure pose les questions, je vais prendre les doigts qui se lèvent. Il n'y a aucun souci, personne ne sera oublié. Madame la Ministre, merci de votre exposé. Je vais vous poser un certain nombre de questions extrêmement courtes. Si on pouvait également avoir des réponses courtes et concises pour que l'ensemble de mes collègues puissent également poser un certain nombre de questions. Depuis 1983 et les premières études de l'OMS, nous avons la certitude que la pollution de l'air a un impact sanitaire et notamment le diesel. Ces derniers étant responsables de plus de 50 000 décès prématurés en France chaque année.
de l'apparition et de l'aggravation de nombreuses maladies, telles que des cancers du poumon ou encore de la vessie, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de nombreuses allergies, de l'apparition d'irritations oculaires et d'inflammation des muqueuses. C'est également un facteur d'accroissement des problèmes de fertilité, de risque de malformation congénitale et de mortalité infantile, de facteurs d'affaiblissement du système immunitaire, de facteurs d'augmentation des taux d'hospitalisation, et des études extrêmement sérieuses démontrent désormais un lien entre la pollution de l'air et la maladie de Parkinson, voire la maladie d'Alzheimer. Et très récemment, il vient d'être démontré un lien entre la pollution de l'air et l'obésité. Madame la ministre, est-ce que le ministère de l'écologie a réalisé des études sur le coût économique et financier de la pollution de l'air? Si oui, quel est son périmètre, la durée et le nombre de polluants qui ont fait l'objet de cette analyse? Avez-vous également étudié les effets cocktails? Madame la ministre, pouvez-vous également nous donner, si vous en avez une idée, la date de l'arrêt du diesel? Je me permettrai également d'observer, et je salue votre acharnement et la lutte, puisque vous avez précisé à maintes reprises votre intention de lutter de manière énergique et déterminée contre la pollution de l'air. Nous sommes tous conscients qu'il faut agir en ce sens, et pour autant, vous avez supprimé l'écotaxe. Vous avez réintroduit l'autorisation des feux de cheminée et vous avez parallèlement renié sur l'abandon, puisque vous avez abandonné la loi de diesel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme d'incohérence, si je puis dire, entre le propos affiché qui fait qu'en fait vous souhaitez aller dans le sens de la dépollution de l'air et pour autant vous prenez des mesures qui ne sont pas en adéquation avec les objectifs que vous avez voulu fixer. La semaine dernière, assez justement, vous avez annoncé votre volonté d'interdire la commercialisation du Roundup dans les jardineries. À titre totalement personnel, j'adhère complètement à cette position. Pour autant, est-ce que cette mesure n'est pas insuffisante, puisque, comme vous le savez, l'impact sanitaire des pesticides et notamment des particuliers, et dont l'usage des particuliers ne représente qu'à 5 à 10%, est-ce que ce n'est pas une mesure infime compte tenu de l'impact global? Et je finirai sur deux dernières interrogations, Madame la Ministre. À partir de quel seuil vous considérez que la pollution de l'air grévant de manière significative nos comptes publics? Est-ce qu'il n'est pas temps d'agir de manière efficace? Est-ce que c'est un seuil à partir de 10 milliards, de 20 milliards, de 40 milliards, 60 ou 100 milliards? Et enfin, je finirai. Ne croyez-vous pas que le principe de pollueur-payeur s'est plutôt transformé aujourd'hui en consommateur-contribuable-payeur? Je vous remercie, Madame la Ministre. Je vous propose, voilà. Bien sûr, bien sûr. Madame la rapporteure, oui, merci pour ces nombreuses questions. Je pense que vous avez parfaitement décrit les dégâts sanitaires de la pollution de l'air en reprenant effectivement la liste de toutes les atteintes à la santé sous toutes ses formes. Comme je le disais tout à l'heure, en 2012, le Commissariat général au développement durable a estimé le coût de la pollution de l'air pour la société entre 20 et 30 milliards d'euros par an. C'est à la fois le coût sanitaire, le coût social aussi, le coût économique. Et je me ferai plaisir de vous transmettre le détail de cette étude, en tout cas qui rejoint tout à fait l'évaluation selon laquelle il y a là à la fois un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu économique. Excusez-moi de vous interrompre, Madame la Ministre, est-ce que sur ce coût économique de la pollution de l'air, vous avez identifié les effets cocktails? Est-ce que les conséquences des effets cocktails sont intégrées dans le calcul que vous donnez à hauteur de 20 à 30 milliards d'euros? Écoutez, à ce stade, je pense que c'est intégré, mais je n'ai pas là, ici entre les mains la totalité du rapport dans sa complexité. Il y a à la fois les impacts sur la santé liés à la pollution de l'air, c'est-à-dire la morbidité, les dépenses de traitement, d'examen, de consultation médicale, et puis les interactions, ce que vous dites par l'effet cocktail, c'est-à-dire les interactions entre, c'est ça que vous voulez dire, les interactions entre En fait, pour préciser mon interrogation, Madame la Ministre, nous avons auditionné un certain nombre de scientifiques qui justement nous expliquaient en fait que sur les études qui ont été faites, les coûts sont nécessairement à minima, puisque simplement on a des analyses sur l'impact sanitaire, grosso modo sur 6 à 20 maximum polluants, et que les effets cocktails sont absolument jamais abordés. Donc si vous avez une autre étude, ceci nous intéresserait parce que ça rentrera en contradiction avec les différentes analyses qu'on a pu avoir. Et, oui, je pense que ces effets ne sont pas intégrés. Les effets cocktails ne sont pas intégrés. Non, je ne crois pas, non. Parce que
c'est vraiment les effets. Mais ce qu'on peut faire à ce moment-là, suite à votre observation, c'est comme la saisine de l'ANSES est en cours, on pourrait explicitement préciser la commande relative aux effets cocktails, parce que je pense que nous n'y avons pas pensé. Voilà. Vous voyez l'intérêt aussi de ces auditions, ça permet d'enrichir les travaux et les démarches. Ensuite, sur l'écotaxe, l'écotaxe n'a pas été supprimée, puisque vous le savez qu'à la place du système complexe, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais qui entraînait quand même une déperdition de 25% des taxes payées par les Français au profit d'une rémunération d'un service rendu voilà, par des entreprises privées, nous avons préféré la taxe de 2 centimes sur le gasoil qui a été appliquée. Donc cette taxe a été appliquée, elle a été appliquée aussi à hauteur de 4 centimes sur les camions. Et donc l'écotaxe, c'est une écotaxe. Donc l'écotaxe a été au contraire simplifiée avec une rentabilité immédiate. Sur la question des feux de cheminée, je pense en effet que la façon de l'interdit tel qu'il est généralisé, tel qu'il avait été prononcé, mélanger allègrement l'interdiction des chauffages au bois qui sont source de pollution par particules, bien évidemment, surtout les vieux chauffages qui ne sont pas aux normes, avec les flambées de bois de loisirs au moment de l'hiver, et donc interdire à la veille de Noël les feux de cheminée, c'est pour moi de l'écologie punitive, et c'est pour ça que j'ai j'ai demandé la réforme de cet arrêté pour bien cerner les choses. Les choses sont aujourd'hui cernées, c'est-à-dire que nous avons à la fois mis en place, là aussi dans une logique d'écologie positive, le crédit d'impôt qui va permettre aux particuliers de changer leur vieille chaudière à bois éventuellement polluante par des chaudières à bois avec des filtres à particules. Donc ça, c'est très important justement que dans les territoires, les gens soient informés de ces possibilités de changement. Deuxièmement, on a encouragé la mise au point d'un système très innovant sur des filtres à particules qui peuvent s'installer aussi sur les foyers ouverts, parce que c'est des flambées à foyer ouvert. Troisièmement, dans le crédit d'impôt, les inserts, c'est-à-dire des foyers qui sont beaucoup moins polluants, bénéficient également du crédit d'impôt. Et enfin, je ne souhaite pas que par une interdiction généralisée et non adaptée du chauffage au bois, on puisse porter atteinte brutalement, parce que vous connaissez l'impact des annonces, à toute la filière bois de chauffage. Parce que c'était des annonces aussi dramatiques sur la filière bois de chauffage qui tout d'un coup se trouvait ainsi stigmatisée. Et comme on mélange un peu tout quand il y a comme ça des informations brutes de décoffrage, effectivement, c'était un mauvais signal qui était donné, puisque parallèlement, beaucoup de collectivités développent les plateformes de récupération, le chauffage bois, l'utilisation de la biomasse, etc., qui reste une des filières de développement des énergies renouvelables à laquelle je tiens tout particulièrement et que je veux absolument développer, et notamment en milieu rural. Sur la question du Roundup, en effet, dans un premier temps, donc le Roundup, la vente aux particuliers est interdite en vente directe et doit être accompagnée d'un conseil. Ça sera effectif au 1er janvier et je me réjouis de voir que non seulement le réseau des jardineries dans lequel je me suis rendue a accepté dans un partenariat positif de le mettre en place avant même toute obligation. Et ça, c'est vraiment, je pense, une bonne logique de progresser dans le domaine écologique, c'est-à-dire que les partenaires économiques d'eux-mêmes se rendent compte qu'il y a des solutions. Et deuxièmement, suite à cette action, les chaînes de distribution, de grande distribution qui nous disent que c'est impossible, viennent de me contacter pour me dire qu'elles vont également mettre en place, Carrefour, pour ne pas le citer, et ça c'est vraiment beaucoup un énorme tonnage de vente de pesticides mis en place, de glyphosate, et donc vous voyez que les choses peuvent évoluer très vite dès lors qu'on incite les partenaires à rentrer dans des logiques partenariales. Mais rassurez-vous, ça ne va pas diminuer leur chiffre d'affaires, puisqu'ils ont bien compris qu'il y avait une montée en puissance aussi des produits de substitution naturelle, à la limite tant mieux, et par conséquent, c'est vraiment la démonstration qu'une évolution aussi de l'industrie, des productions et des formes de vente et de services rendus aux consommateurs peuvent être efficaces dès lors qu'on leur dit
de toute façon, si vous ne le faites pas, il y aura à un moment une obligation. Donc vous avez intérêt à ce que ça soit fait sur un plan volontariste, avec un délai d'adaptation, puisque de toute façon, c'est maintenant la règle. Alors faut-il aller plus loin? Ma conviction, c'est que bien évidemment, il faut aller plus loin. Là, je reviens d'Italie où il y a eu un moratoire sur les néonicotinoïdes. Donc alors qu'avant on me disait que c'était interdit au niveau européen, j'observe que l'Italie a fait un moratoire sur les néonicotinoïdes. Et donc on aura ce débat et dans la loi de transition énergétique et dans la loi sur la biodiversité, puisque de toute façon ce moratoire a déjà été voté. Il y a effectivement, vous le savez, des grandes interrogations du côté du monde agricole, ce qui est logique, ce qui est respectable. Il faut voir comment aussi est-ce qu'on fait évoluer les pratiques agricoles, avec quels produits de substitution. Mais il est bien évident que l'utilisation d'un certain nombre de substances dans le milieu agricole se retourne contre l'agriculteur eux-mêmes, puisque en tuant tous les pollinisateurs en particulier, c'est l'agriculture elle-même qui s'affaiblit. Donc je crois que là aussi, il y a une évolution très forte des mentalités, parce que enfin, les filières qui sont dominantes sur la vente des phytosanitaires commencent à comprendre que maintenant, il n'y aura plus de retour en arrière et qu'on va avancer aussi avec des normes, avec des règles. Et quand on fait preuve effectivement d'hésitation ou d'aller-retour, à ce moment-là, les acteurs économiques ne se mettent pas dans l'axe. Il faut maintenant qu'ils se mettent dans l'axe parce que dans d'autres pays, on avance et on trouve des produits de substitution qui correspondent non seulement à l'intérêt de l'agriculture, mais aussi à l'intérêt général. Merci Madame la Ministre. Alors, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu à ma question, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le Président, sur le diesel. Sur l'interdiction du diesel? Oui. Aujourd'hui, il y a deux choses. On n'est plus dans les logiques d'interdiction on ne peut pas faire l'interdiction du diesel du jour au lendemain. Regardez déjà la difficulté puisqu'on a encouragé pendant des années et des années et des années l'achat de véhicules diesel. Donc il faut aussi savoir raison garder, être pragmatique et regarder la réalité de la situation. Deuxièmement, les constructeurs font des efforts considérables, puisqu'aujourd'hui, il y a des véhicules beaucoup moins polluants, des voitures diesel beaucoup moins polluants. Mais j'observe que vous devriez aller même beaucoup plus loin sur votre question, puisqu'on est à quelques mois de la COP21, on est sur la problématique de l'utilisation des énergies fossiles, et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on prépare l'après-pétrole? Ce n'est pas un problème de guerre entre le diesel et l'essence, c'est comment est-ce qu'on prépare l'après-pétrole avec une mobilité électrique ou autre, une mobilité propre qui n'utilise plus les énergies fossiles. La vraie question, elle est là. Et ce qu'il faut vraiment accélérer, c'est la mobilité propre de l'après-pétrole, sans énergie fossile. Merci Madame la Ministre. Je vous propose, rassurez-vous, tout le monde va avoir la parole tout de suite, si vous êtes d'accord Madame la Ministre, puisque chacun a demandé la parole. Je vais donc, il va me revenir une lourde responsabilité, c'est simplement de la distribuer. Et je vous demande, chers collègues, d'être le plus concis possible pour nous offrir la possibilité d'avoir le maximum de réponses. Madame Tocqueville, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez abordé les problèmes que rencontre le monde agricole et j'y suis particulièrement sensible, étant sénatrice de Seine-Maritime où l'activité agricole est encore importante. Je suis inquiète parce que lorsque nous discutons avec les exploitants agricoles, moi j'ai l'impression qu'ils ont encore tendance à minimiser les conséquences néfastes pour eux-mêmes. Et c'est un petit peu inquiétant parce que je pense que non seulement la pollution de l'air est grave, mais les exploitants agricoles ne voient pas immédiatement les conséquences de la pollution qui va les frapper. Et on se rend compte aujourd'hui qu'à 20 ans, à 30 ans, des exploitants agricoles commencent à souffrir de maladies qui, me semble-t-il, ne sensibilisent pas encore suffisamment les jeunes exploitants agricoles. Donc vous avez mentionné le fait que des tables rondes sont en cours. Pourriez-vous nous préciser la forme que prennent ces tables rondes? Comment s'organise la réflexion avec les chambres d'agriculture? Et est-ce que des échéances sont envisagées qui poseront des incitations, voire des obligations aux exploitants agricoles, je dirais presque malgré eux? Je vous remercie. Merci. Notre collègue Jacques Chiron. Je me présente, donc je suis sénateur élu à Grenoble. Donc vous comprendrez qu'après les informations que vous avez données, on est particulièrement sensible à Grenoble. Vous considérez la configuration de cette ville, une cuvette qui est particulièrement
polluées dues au vent dominant qui rabat la pollution sur le sol. Nous avons fait une expérimentation avec de petits véhicules électriques d'un constructeur, une soixantaine, qui sont mis à disposition dans le cadre d'une cycle d'autopartage. L'ADEME, d'ailleurs, a apporté son aide de 120 000 € en 2013, et c'est particulièrement, je dirais, bénéfique. Par contre, ces scopes, c'est-à-dire ces cycles d'autopartage, ne pourraient-elles pas bénéficier au niveau de la prime plus, c'est-à-dire les 10 000 €. Aujourd'hui, elles bénéficient d'une prime normale, comme à n'importe quelle entreprise, de 6 800 €, je crois, quelque chose comme ça. Bon. Et est-ce qu'à partir du moment où c'est une scope dans le cadre de l'autopartage, c'est-à-dire en direction des particuliers, on ne pourrait pas faire bénéficier ces scopes d'une prime supérieure, puisqu'elle s'adresse plutôt aux particuliers et donc pourrait bénéficier d'une prime supplémentaire, sachant qu'il faut inciter nos concitoyens à aller de plus en plus vers ce système de déplacement et de location de véhicules. Merci. Merci, cher collègue. Louis Nègre. Madame la ministre, le diagnostic est partagé. On a non seulement un contentieux européen, donc qui est reconnu par Bruxelles de la situation qui est la nôtre en France, mais je rappellerai que nous avons 40 000 morts prématurés. Et 40 000 morts prématurés en France, c'est beaucoup. Et ce sont notamment les plus jeunes et les plus âgés qui souffrent de cette pollution. Alors, quand vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y avait une amélioration en 2014, je vois que vous êtes une ministre optimiste. En fait, ce qui s'est passé en 2014, c'est que nous avons eu des conditions climatiques, météorologiques favorables. Et du coup, ça a baissé. Maintenant, sur le fond, je ne suis pas sûr qu'il y ait une baisse totale. Par ailleurs, au niveau du Sénat, avec la Commission du développement durable, nous avons créé une commission sur le diesel pour se rendre compte, pour savoir ce qu'il en était réellement. Et effectivement, on découvre un certain nombre de choses, et notamment des sources de pollution qu'on avait tendance à oublier. Nous travaillons dans ce domaine-là et je pense qu'on aura une position équilibrée en fonction de ce que nous venons d'apprendre. Mais vous avez là encore raison, c'est l'après-pétrole, c'est l'énergie fossile qu'il va falloir diminuer. Alors, le projet de loi sur la transition énergétique pour l'aide financière pour les véhicules électriques, nous ne pouvons qu'être favorables après le livre vert. Et sur l'indemnité kilométrique vélo, en tant que rapporteur, je me suis battu pour que ce soit inscrit. Et je vous dirai, Madame la Ministre, qu'il faut se préparer aussi dans un deuxième temps, mais ça arrive déjà au Japon aujourd'hui, à l'hydrogène. Le cadre législatif pour les bus, vous avez là-dessus évolué, Madame la Ministre, et j'en suis très heureux, dans la mesure où vous avez désormais un classement de très faibles émissions et de faibles émissions, ce qui me paraît être justifié, et la mesure convient effectivement à l'ensemble des autorités de transport après cette modification. Alors, j'ai deux questions. Une question sur la santé. Vous n'avez pas abordé la pollution intérieure, alors qu'elle est souvent supérieure à la pollution extérieure. Et pour avoir été rapporteur du Grenelle 2 de l'environnement, j'avais déjà cette impression-là. Le deuxième problème sur la santé. Vous n'avez pas non plus abordé les particules fines. Ces particules fines, pour lequel j'ai demandé en tant que rapporteur qu'elles soient désormais contrôlées dans la loi de transition énergétique, parce qu'on s'aperçoit que là encore, elles jouent un rôle négatif. C'est un élément pollueur majeur, là aussi, avec des sources très diversifiées d'ailleurs. Et puis, la deuxième question portera sur le niveau financier. Vous nous avez dit que l'écotaxe n'a pas été supprimée. J'en prends bonne note, mais est-ce que vous arriverez, est-ce que vous pouvez vous engager sur la pérennité de cette écotaxe et à quel niveau, sachant qu'il nous faudrait 1,2 milliard au niveau de l'AFITF si nous voulons continuer à assurer les financements des infrastructures. Et enfin, sur les transports publics, il y a une mesure contradictoire. Vous avez augmenté
le gouvernement propose d'augmenter les seuils sociaux de 9 à 11. C'est très bien. Mesure formidable. Sauf que ça impacte directement le versement de transport et cela signifie un transfert financier en centaines de millions d'euros. Au GART, nous avons fait ces évaluations-là sur les collectivités, sur les autorités de transport. Alors, que l'on change les seuils, d'accord, mais que l'on ne transfère pas une nouvelle charge sur les collectivités. Merci. Nous poursuivons ma collègue Evelyne Didier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous aurons l'occasion effectivement dans le débat de la loi de transition énergétique de revenir sur un certain nombre de sujets. Et les mesures qui sont dans ce texte vont concourir à améliorer les choses. J'ai 3 questions. Premièrement, le rapport de l'ANSES. On en parle beaucoup. Avez-vous une idée de quand il va pouvoir sortir? Parce que nous attendons ces travaux avec impatience dans plusieurs domaines. La deuxième question, est-ce que l'on considère que les transports ferroviaires sont une solution dans les transports? On a cité les véhicules électriques, bien entendu. On imagine qu'on va vers l'après-pétrole. Et donc, est-ce qu'on considère que la solution pour le transport, en particulier collectif, c'est par exemple le transport ferroviaire? Et qu'est-ce que ça veut dire ensuite pour les mesures à prendre? Troisième chose, on sait bien qu'on ne va pas pouvoir tout régler le même jour. Mais lorsque des mesures sont prévues dans une loi, par exemple, ou dans des circulaires, ce qui est important, c'est qu'elles soient suivies des faits. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont vous allez pouvoir suivre de près les mesures qui sont prévues dans la loi, prévues dans les circulaires, de telle sorte qu'on s'assure de l'effectivité du travail réalisé? Et dernière question, la qualité de l'air, on l'a vu dans cette mission, elle touche tous les citoyens, mais elle touche également les citoyens, les travailleurs dans le monde du travail. Il y a aujourd'hui des seuils différents d'acceptabilité pour le citoyen ordinaire et pour le monde du travail. Qu'en est-il de la réflexion sur ce sujet? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Martial Bourquin. Oui, Madame la Ministre, j'aurais tout d'abord remarqué que votre position concernant le Roundup est une position courageuse, comme vous l'avez prise il y a quelque temps sur le bisphénol A. C'est important parce que les lobbies sont importants aussi en face de vous et vous osez prendre des positions comme celle-ci. Il faut le remarquer, il faut le saluer et je dois vous dire que pour les particuliers, c'est un premier pas. Il faudra qu'ensuite on aborde la question des professionnels parce que ça va avec. Le glyphosate maintenant a été reconnu comme cancérigène par l'OMS. On sait très bien qu'on fonctionne avec l'Europe sur ces questions. Et il faudra un jour se passer de ces produits qui sont non seulement néfastes pour la santé, pour nos sols, pour nos écosystèmes. Et franchement, il faut le faire, ce que vous avez fait, d'une certaine façon. Moi, je le salue. Est-ce que, Madame la Ministre, on pourrait retravailler sur les aides européennes concernant l'agriculture? On sait qu'elles sont importantes pour redéployer autrement une agriculture plus soutenable. Aujourd'hui, vu la concurrence entre pays européens, il est important que les aides européennes puissent permettre un développement beaucoup plus soutenable et que certains produits, au niveau de l'Europe, soient directement proscrits. Voilà, je pense que sur les alternatives, il faudra plancher aussi, parce que supprimer un herbicide puis ne pas le remplacer, pour les professionnels, ça pose un problème. Il faudrait travailler aussi sur les alternatives. Je vous avais aussi interrogé sur la question des traitements des grumes à ciel ouvert. C'est la filière bois qui le fait. Ces produits sont hautement toxiques. Il y a eu des essais de l'Université de Franche-Comté avec des sciures qui provenaient de ces traitements.
ça détruit complètement les écosystèmes. Et on continue à ciel ouvert, pour l'air et pour les sols, est-ce qu'il ne faut pas des interdictions et faire en sorte que ces traitements-là soient réservés en vase clos, c'est-à-dire réservés dans des entreprises qui seraient équipées comme les cabines de peinture. Dernière chose, Madame la Ministre, sur le diesel, j'étais à une réunion il y a peu de temps, on me disait que le diesel Euro 6, les normes Euro 6, étaient moins polluants que l'essence. Est-ce que nous pourrions avoir, sur ces questions, un méta-point de vue, des analyses, parce que vous savez très bien, quand on met le diesel, puis qu'on parle de tous les diesels, ceux qui n'ont pas de filtre à particules sont extrêmement polluants. Ceux qui ont un filtre à particules sont beaucoup moins polluants, mais la norme Euro 6, on nous dit que, et surtout les nouveaux moteurs que toutes les marques s'apprêtent à sortir en 17 et en 18, 2017-2018, on nous dit qu'ils seront beaucoup moins polluants que les moteurs essence. Est-ce que sur ces questions, vous pouvez nous éclairer? Merci beaucoup, mon cher collègue. Fabienne Keller, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me passer la parole. Les sujets commencent à converger, on retrouve certains thèmes. À mon tour, Madame la Ministre, je voudrais vous remercier d'être là, mais vous interrogez sur la suppression de l'écotaxe à la suite de Madame le rapporteur Leïla Aïchi et Louis Nègre. C'était une ressource importante pour l'AFITT, pour organiser le transfert du mode de transport individuel vers notamment le ferroviaire. C'est une recette qui est perdue. Nous le vivons d'autant plus mal. Moi, je suis frontalière de l'Allemagne et on voit bien l'effet de la Maut allemande d'apaisement et d'encouragement à d'autres modes de transport des marchandises. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes sur les autres financements que vous envisagez de mettre en œuvre si on veut réaliser la transition énergétique de manière concrète? Il faudra des ressources financières. Vous avez un dispositif d'encouragement pour les véhicules électriques. Si on veut élargir ce dispositif, comme le président Martial Sadier l'évoquait à l'instant, c'est un levier efficace pour l'amélioration de la qualité de l'air, il faut une ressource financière. Avez-vous des pistes à ce sujet? Deuxième question, la loi Macron que nous sommes en train d'examiner en commission spéciale ouvre la voie à des lignes de bus nombreuses, qui d'ailleurs sont déjà annoncées sur les sites internet des autocaristes, faisant craindre un transfert assez massif du train vers le bus. Vous avez annoncé qu'il y aurait des normes particulières pour ces bus, mais comment seront-elles appliquées? Est-ce que dans tous les cas, on ne peut pas craindre, puisque le bilan pour la pollution de l'air du train est bien meilleur, puisque l'essentiel des trains sont quand même électriques, que ceux du bus? Quel impact de ce transfert annoncé pour la pollution de l'air? Troisième sujet un peu vaste, j'ai eu le plaisir de faire un rapport sur le véhicule écologique avec Denis Baupin. Là aussi, si le véhicule électrique est d'une des pistes, il y en a d'autres, notamment la réduction du poids du véhicule. Le paradoxe du véhicule électrique étant le poids des batteries qui mécaniquement, à moteur constant, génère un besoin énergétique supérieur. J'adore le vélo électrique, qui est une formule intéressante, mais quel dispositif d'encouragement pour des véhicules intermédiaires un peu plus protecteurs, mais qui peuvent représenter de vrais leviers sur la baisse du poids, en améliorant également la motorisation, une baisse très significative de leur contribution à la pollution de l'air. Enfin, dernier point, et pardon, le quatrième, j'ai eu le bonheur de réaliser à la Commission des finances des études successives sur les contentieux européens en matière de la pollution de l'air. Malheureusement, tout ça est très inertiel. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, ça met du temps pour améliorer la qualité de l'air. On a vu lors de l'audition précédente que les PPA sont en train d'être prescrits ou ils sont assez récents. Quel risque, là aussi financier, d'un contentieux dès lors que sur les PM10, nous avons déjà l'avis motivé? Je rappelle que la Commission a donné il y a quelques années des règles de calcul sur le coût des contentieux qui aboutiraient à une condamnation de la France. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. François Grosdidier. Oui, donc François Grosdidier, sénateur UMP de la Moselle, et
malgré mon importance poétique, je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes prédécesseurs et même le sénateur Bourquin sur même les félicitations qu'il a pu vous adresser sur votre indépendance vis-à-vis, y compris de l'industrie chimique, sur le bisphénol A ou sur le Roundup. Serait peut-être plus critique pour revenir sur le sujet, étant né de Moselle, sur l'écotaxe poids lourds. Parce que je dirais que d'abord, pour prendre le problème de façon plus globale, si nos concitoyens ont souvent un problème avec l'écologie, c'est que d'une part, d'abord, c'est un problème à la fois de clarté et de responsabilité. De clarté, ça doit être la clarté sur les messages. Alors certains messages sont assez flous, surtout lorsqu'on n'est pas dans la certitude, qu'on met en œuvre le principe de précaution parfois plus que celui de prévention, et notamment sur des sujets comme les pesticides, sur tout ce qui nous intéresse, où les effets sont à long terme, produisent des maladies aux causes multifactorielles, c'est difficile de parler avec des certitudes absolues, même si aujourd'hui on est de plus en plus conforté sur l'établissement de certaines vérités dérangeantes. Mais sur les responsabilités, on voit bien qu'à chaque fois, par exemple, qu'on prend une mesure limitative de la circulation routière, on aura le défenseur des automobilistes qui vont expliquer le rôle très marginal automobile par rapport aux sources d'émissions de particules, et qu'on a trop tendance, dans le flou des responsabilités, à chercher à évacuer pour chacun sa responsabilité pour celle de l'autre. Donc, si on veut que toutes les responsabilités collectives soient assumées avec précision, il faut être précis sur la responsabilité de chacun. Alors, par exemple, sur le problème du diesel et de l'essence, on a un problème, le discours n'est pas net. C'est-à-dire, effectivement, on va dire avec précision sur est-ce que la nouvelle norme Euro 6 est non polluante, et on ne sait plus si c'est en ville qu'on doit proscrire le diesel et pas sur les longs trajets. Est-ce que sur un long trajet, est-ce qu'il ne vaut pas mieux du diesel qui est moins de CO2 et avec des pots catalytiques qui sont bien chauds et qui marchent bien? Le train, quand on ne peut pas tout le temps, surtout quand on supprime certains trains. Bon, ou est-ce qu'en ville, il faut absolument encourager uniquement l'essence ou l'hybride électrique essence, mais là, on n'est pas sur des vérités établies. Alors, on a les constructeurs nationaux qui, aujourd'hui, c'est tant mieux, ont tendance à remplacer le petit diesel par de l'essence, mais pour l'instant, le discours public est flou. Est-ce qu'on doit aller sur la fin du diesel? Alors, bien sûr, le mieux sera l'électrique, mais en attendant, quelle est la décision responsable? C'est pas clair. Alors, sur ensuite, le principe du pollueur-payeur, je crois que nos concitoyens sont acquis, mais ce n'est pas ce qui est mis en œuvre. Alors, on peut évoquer des pollutions agricoles ou industrielles, mais sur le transport. Quand vous dites l'écotaxe poids lourd, finalement, n'est pas aboliée, elle est remplacée par une taxe de 2 centimes sur le diesel. Je suis élu de la Moselle, je sais que les poids lourds font le plein au Luxembourg, ils n'ont pas de taxe, et vont descendre jusqu'en Espagne avec le carburant pris en poids lourd. Et nos concitoyens ont un immense sentiment d'injustice quand eux vont payer les 2 centimes de plus sur le diesel, que les petits artisans ou que les petites entreprises payent le versement transport, qu'on envisage même des autoroutes de desserte qui servent pour des trajets pendulaires. On envisage aujourd'hui le péage, par exemple, sur l'A31 dans cette même région, alors même que le transit international y échappe. Et je crois aussi qu'on serait beaucoup plus efficace en pédagogie, on renforcerait l'acceptabilité si on donnait vraiment le sentiment qu'on est dans la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur. J'aurais eu d'autres points, mais je vais me faire disputer par le rapporteur, donc je m'arrête là. Voilà. Non, par le président, qui n'est pas là pour disputer, qui est là, vous l'avez compris, pour distribuer la parole et vous poser 2 très courtes questions, Madame la Ministre, puisque je me plie bien volontiers à la concision. Où en est-on aujourd'hui de l'élaboration du plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui était prévu pour la fin de l'année avec une évaluation à mi-2015? Deuxième question, comment le ministère dont vous avez la charge perçoit-il et surtout envisage-t-il l'évolution du financement des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air? Vous avez bien compris que leur financement est loin d'être assuré, qu'il décroît plutôt actuellement. Madame la Ministre, je vous remercie. Si on pouvait avoir dans un petit quart d'heure l'ensemble de vos réponses,
à la fois pour respecter votre temps et puis également parce que vous avez des collègues à vous du gouvernement qui sont, je dirais, dans les starting blocks. Je vais essayer d'accomplir des prouesses. Donc, Madame la sénatrice Tocqueville, vous avez souligné effectivement le fait que les pollutions agricoles frappent d'abord les agriculteurs, et c'est vrai. Et d'ailleurs, on le sait depuis longtemps, ça a été longtemps tabou. Mais pour les élus ruraux dont j'ai été en tant que député des Deux-Sèvres, on savait, parce qu'on voyait les statistiques de la mutualité sociale agricole, et on savait déjà le taux de cancer beaucoup plus élevé pour les agriculteurs, beaucoup plus élevé pour les viticulteurs. On sait aujourd'hui, et heureusement que ces informations maintenant sont mises sur la table, notamment les problèmes de cancer. Il y a eu un rapport récent sur les malformations génitales des bébés dans les zones où il y a eu beaucoup d'utilisation de pesticides. On voit dans certaines régions de France aussi l'âge de la puberté qui s'est dramatiquement diminué. Certaines petites filles de 8 ans sont déjà à l'âge de la puberté, et on sait maintenant que c'est dû aux produits phytosanitaires. Il est évident, comme ça a été dit par plusieurs d'entre vous, qu'il faut vraiment maintenant accélérer la transition agricole vers l'agriculture verte, et en particulier dans la viticulture. Il est évident qu'un jour, d'ailleurs, tous les vignobles seront bio. On le voit maintenant, même les grands crus se disent évoluent vers le bio. Et on se dira même, et comment ça a pu durer aussi longtemps que des viticulteurs eux-mêmes s'inoculent finalement des maladies extrêmement graves. J'étais l'autre jour dans une ville bio et ça m'a vraiment touchée parce que l'agriculteur bio disait, le viticulteur bio disait enfin mes enfants peuvent jouer dans la vigne. Donc ils savent en plus ce qu'ils subissent très directement par un système d'intermédiaires qui s'enrichit aussi sur ce type de pratique. Monsieur Jacques Chinon, alors vous demandez si les 10 000 euros peuvent être attribués aux entreprises d'autopartage. Alors la réponse malheureusement n'est pas positive. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie de ces 10 000 euros, il y a l'obligation de mettre à la casse un vieux véhicule diesel. Donc, vous voyez, c'est pour éliminer un vieux véhicule. Mais bon, on peut regarder comment est-ce qu'on peut avantager, y compris fiscalement, pourquoi pas. Il faudrait regarder ce que l'on peut faire pour encourager les sociétés d'autopartage. Louis Nègre, vous avez posé la question des pollutions intérieures. C'est un sujet que vous connaissez bien, effectivement. Vous en êtes occupé activement dans le Grenelle de l'environnement. Donc, c'est un sujet qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. Je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment avec les problèmes de revêtement de sol, les problèmes de peinture, les problèmes d'utilisation des produits de nettoyage qui contiennent des néonicotinoïdes, etc. Et donc, il y a un guide pratique que j'ai fait faire par le ministère sur le choix des revêtements, le choix des produits d'entretien pour que, effectivement, on ne puisse pas se polluer, mais sans même le savoir. Donc ça, c'est très important que les services municipaux, en particulier, que tous les gestionnaires des lieux d'accueil du public soient informés de ces choix qui s'offrent à eux pour diminuer la pollution intérieure. Les particules fines, c'est un sujet aussi très important qui doit faire l'objet d'une mesure en tant que telle. Les ressources de l'AFITE, les 2 centimes sont maintenus, bien évidemment. Il n'y a pas 2 centimes en plus pour l'instant, mais ils sont là, donc ils continuent à alimenter l'AFITE. Et sur la question des seuils sociaux sur laquelle on avait l'occasion d'évoquer, effectivement, c'était une observation très judicieuse que j'ai transmise immédiatement au ministre compétent qui est chargé de suivre ce projet de loi sur les seuils sociaux pour qu'il puisse y avoir une réponse très précise à la question que vous soulevez. Evelyne Didier, le rapport de l'ANSES, nous l'aurons, je pense, au début d'année prochaine. Donc on pourra vous le communiquer également rapidement. Les transports ferroviaires, bien évidemment, les transports ferroviaires font partie des transports propres. J'ajoute qu'on aimerait bien voir aussi se développer les transports du fret ferroviaire, parce que c'est quand même aussi l'alternative aux camions. Comment suivre les mesures prévues? Je pense qu'on pourra les suivre dans le cadre du Conseil national de la transition écologique, où à la fois parce que je vais essayer de faire en sorte qu'au moment de la promulgation de la loi sur la transition énergétique avec le volet transport propre, les textes d'application soient prêts au moment de la promulgation. Donc c'est un travail considérable dans lequel j'ai engagé les services de mon ministère. Et en même temps, nous pourrons voir avec le Conseil national de la transition écologique comment assurer le suivi des actions à la fois réglementaires et des projets et des appels à projets qui vont avec. Monsieur Martial Bourquin,
Merci pour vos encouragements sur l'élimination du Roundup. C'est vrai que c'est pas facile, hein, parce qu'on se heurte quand même à des lobbies très importants. Il est évident qu'après, il faut les éliminer partout. Et je pense que nous avons un rôle pédagogique. Parce que vous comprenez, si on commence par les particuliers, là où j'ai légalement la possibilité d'agir, que je le fais, qu'en même temps les communes s'engagent dans l'appel à projet du ministère sur territoire terre saine, zéro pesticide, et je vois la montée en puissance des communes qui éliminent, ça y est, les pesticides dans les jardins publics. J'ai lancé en tant que ministre de tutelle des Transports aussi l'élimination des pesticides sur tous les bords de route nationales avec des pratiques de fauche tardive. Et figurez-vous que les bordures de route nationales, la totalité de ces bordures, c'est l'équivalent de la totalité de surface des parcs nationaux. Donc vous voyez, des mesures qui paraissent accessoires deviennent centrales dès lors qu'elles sont massives et qu'elles s'appuient sur l'ensemble du territoire national. Retravailler sur les aides européennes, c'est évident. Et d'ailleurs, j'observe qu'au niveau européen, les ministres de l'Environnement poussent de plus en plus pour qu'il y ait des mutations très fortes vers l'agriculture verte. Et enfin, sur la question du traitement des grumes, il y a d'autres problèmes comme ça de traitement, effectivement, soit para-agricole, soit industriel en plein air. Ce sont des produits hautement toxiques. Et c'est vrai que dans les plans locaux de diminution de la pollution, il ne faut pas oublier ces sujets-là. Et c'est vrai que suite à votre interpellation, ce sont des thèmes que la direction de la prévention des risques du ministère va intégrer à ses appels d'offres support et à ses instructions. Sur le diesel, alors, est-ce que l'Euro 6 est moins polluant ou pas? Alors, soyons bien clairs, ce n'est pas moins polluant, il y a moins de CO2, c'est vrai, mais il y a plus de particules et plus d'oxyde d'azote. Donc il faut donner acte quand même aux industriels du diesel des efforts qu'ils font, parce qu'il y a moins de CO2, effectivement, mais il y a encore plus de particules et plus d'oxyde d'azote que pour l'essence. Mais comme je le disais, globalement, n'opposons pas le diesel à l'essence. Ce qu'il faut, c'est passer au-delà et préparer l'après-pétrole. Madame Fabienne Keller, vous avez évoqué l'écotaxe avec votre collègue François Grosdidier. Effectivement, je rappelle que l'écotaxe, c'était 25% minimum de coûts de fonctionnement. J'estime que quand un État prélève l'impôt, c'est la totalité qui doit être restituée aux actions. Donc je ne vais pas revenir sur les défauts du système tel qu'il avait été imaginé, de l'usine à gaz, sans jeu de mots, tel qu'il avait été imaginé, sans parler des problèmes d'émeutes en Bretagne, dans des territoires qui n'étaient pas des territoires traversés, considérés comme territoires de transit pour les poids lourds du Nord au sud de l'Europe. Alors il y a une solution, c'est la mise à disposition de ces portiques aux régions et aux départements concernés. La région Île-de-France a déjà fait cette demande, donc les portiques installés en région Île-de-France seront mis à disposition des régions ou des départements traversés qui le souhaitent, et c'est vrai que la région Île-de-France ou les régions côtières telles que la vôtre, Moselle, Alsace, sont directement impactées par des dispositifs allemands payants et donc des détournements de trafic. Mais l'avantage, ce sera que ces régions pourront prélever directement au passage sous le portique les taxes qui vont avec le passage des camions et pas renvoyer à un système de satellite qui renvoyait vers un système d'ordinateur à Metz, qui lui-même renvoyait vers je ne sais quoi. Ensuite, des factures qui arrivaient au domicile des opérateurs qui, entre-temps, auraient pu se délocaliser ailleurs, ensuite retrouver les adresses, envoyer les factures a posteriori. Enfin, un système, à mon avis, qui était absolument ingérable et qui, en plus, entraînait le blocage du pays parce que les compagnies de transport ne comprenaient pas qu'au passage, il y ait 25% de prélèvement de ce qu'ils allaient payer en coût de fonctionnement de ce dispositif. Donc, dans un premier temps, il y a les 2 centimes qui vont à la FIT, et dans un second temps, les régions et les départements qui veulent bénéficier des portiques avec des systèmes technologiques beaucoup plus simples et manuels, comme sur les autoroutes, les camions passent et les régions et les départements prélèvent le péage qui sera entièrement restitué aux départements et aux régions qui auront fait le choix de garder ces portiques et d'en définir l'usage et les tarifs. Sur la loi Macron, effectivement, vous avez complètement raison. Il faudrait que les bus qui circulent, j'ai appelé d'ailleurs son attention, soient des bus propres. Et ça permettra aussi de faire un marché solvable pour faciliter la mise au point et la vente des transports collectifs propres.
Vous aviez fait un rapport avec Denis Baupin. Quel dispositif d'encouragement me demandez-vous? Je crois qu'on s'en est inspiré d'ailleurs de ce rapport, dont je vous félicite avec Denis Baupin, notamment pour le volet transport propre de la transition énergétique. Et pour l'électrique, ben oui, il y a le déploiement des bornes électriques, mais ça aussi, ça relève finalement des agglomérations. Et dans le cadre de l'appel à projet que j'évoquais tout à l'heure, ben, il va appartenir aux villes, aidé par le ministère, de mettre en place des transports électriques performants et de réinventer les déplacements urbains. Je pense que c'est vraiment la civilisation de la ville là, qui est en jeu et que vraiment il y a beaucoup, des solutions, de l'imagination, de la mobilisation des citoyens, du covoiturage, etc. François Grosdidier, donc j'ai répondu sur l'écotaxe et sur le diesel également. Je pense avoir répondu aux interrogations. Voilà, Monsieur le Président, vous avez conclu par donc une question sur le plan de réduction des émissions de polluants qui constitue donc la stratégie nationale et le programme d'action en faveur de la qualité de l'air pour la période 2016-2020. Donc c'est vrai que c'est un sujet très important. Les réflexions sont engagées donc depuis la fin de l'année dernière. Le comité de pilotage s'est réuni plusieurs fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un point d'étape que je pourrais vous communiquer, qui a été présenté au Conseil national de l'air que j'ai réuni le 2 juin. Et aujourd'hui, nous avons des réunions sectorielles qui seront dont il sera rendu compte d'abord avant le 30 juillet et 30 juin 2016 pour la finalisation, mais d'ici là, il y a 4 groupes de travail qui sont mis en place. Comment offrir des avantages aux utilisateurs des véhicules moins polluants grâce au certificat de la qualité de l'air? Comment encourager les élus locaux à s'engager à travers les appels à projets, même au-delà? Quel cadre pérenne peut-on donner à la lutte contre la pollution grâce aux mesures du projet de loi de transition énergétique? Et donc, je pense que nous pourrons faire converger l'ensemble de ces préoccupations pour à la fois donner quelles sont les nouvelles normes, le contenu des appels à projets, mais aussi les accompagnements financiers qui vont avec. Mais suite à votre question, je vais essayer de bien repréciser les données, le calendrier et les échéances pour pouvoir également vous le communiquer. Sur le financement des associations, actuellement, il y a des crédits budgétaires de l'État, 17 millions d'euros par an, c'est quand même pas rien. Les subventions versées par les collectivités, 14 millions d'euros par an. Les dons effectués par les industriels qui donnent droit à déduction du montant de la taxe générale sur les activités polluantes auxquelles ils sont assujettis, dans la limite de 171 000 euros par site ou de 25% du montant de la TGAP due. C'est l'équivalent de 15 à 20 millions d'euros qui sont ainsi reversés. Le budget de fonctionnement annuel des associations est de 45 à 50 millions d'euros. Bien évidemment, tout cela est rediscuté lors de chaque vote du budget, donc sur lequel je compte sur votre soutien. Mais ce qui veut dire aussi qu'en contrepartie, je pense qu'on est aussi en mesure de demander à ces associations aussi des comptes rendus de leurs actions, un suivi de leur efficacité, une évaluation de leurs travaux, des conventions qui peuvent être également contrôlées et qu'on puisse contrôler clairement l'utilisation de ces fonds pour que vraiment ils soient aussi opérationnels et utiles pour obtenir les résultats que nous recherchons tous. Merci Madame la Ministre, c'est le cas. Je vais proposer juste 30 secondes à Madame la rapporteure parce que vraiment, je suis gardien du temps. Madame la Ministre, simplement pour revenir sur le sujet du diesel, ça fait plus de 32 ans qu'on sait que le diesel est cancérigène. Nous sommes dans un pays qui a supprimé plus de 100 000 emplois dans l'automobile. Nous avons, dans le cadre de la COP 21, dans le département, supprimé en moins de 2 ans 3 000 emplois. Nous allons devoir, dans le cadre justement précisément de la COP 21, importer plus des diesels électriques. Nous revenons, nous sommes déplacés dans la région, enfin dans le Nord. Nous avons auditionné Renault et Toyota. Précisément, ces derniers considèrent que justement on ne va pas assez loin dans les normes, que les technologies avancent. Pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, vous dites à juste titre qu'il faut assurer la transition aux énergies fossiles. Pour autant, l'ADEME en 2013 a financé à hauteur de 110 millions d'euros les moteurs hybrides essence et diesel, alors même que nous avons des technologies type hydrogène électrique. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incohérence, puisque, comme je le disais dans mon préambule, ça fait plus de 32 ans qu'on sait que le diesel est cancérigène. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une impasse
dans une impasse économique. Les emplois de demain sont les emplois liés au développement durable, aux technologies nouvelles, et le diesel appartient à un temps passé. Est-ce qu'il n'y a pas une forme justement de résistance ou de facilité à céder sur, disons les choses, le lobby du diesel, puisqu'il existe des technologies, confèrent les échanges que nous avons eus avec Toyota et Renault, qui explicitent que justement nous n'allons pas assez loin. Merci Madame la Ministre. N'a pas été versé finalement, donc là je crois que les choses sont cohérentes. Deuxièmement, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on dit effectivement qu'il y a 40 000 morts prématurés à cause de la pollution, mais à ce moment-là on prend des mesures beaucoup plus radicales. Y compris vous, vous êtes élu de Paris, mais pourquoi il y a encore du diesel dans Paris? Vous voyez, il y a aussi mais il y a aussi une contradiction entre le discours et les actes. Quand j'ai dit récemment, comment se fait-il qu'il y ait encore des bus... Comment se fait-il qu'il y ait de la région parisienne, comment se fait-il qu'il y ait des bus diesel dans Paris, des taxis diesel dans Paris, et qu'on nous dise il y a 20 000 à 40 000 morts prématurés. Mais alors on arrête tout de suite. Et on dit, ben voilà, et non, maintenant les taxis seront électriques, les bus seront électriques. Pourquoi c'est si lent? Donc on est tous comptables de ce qui est fait. Vous voyez, donc moi je veux bien qu'on ait une idéologie anti-diesel, et c'est vrai qu'il y a des pollutions, mais en même temps, à ce moment-là, il faut passer à l'action. Donc il y a une contradiction entre vous voyez, le côté dramatique de constat et la faiblesse des actions qui vont avec. Et quand je dis, mais enfin, comment voulez-vous que les gens comprennent quand on leur dit à eux, vous allez avoir un calicot pour dire que votre voiture est polluante, et ils sortent dans la rue et ils voient des fumées noires qui s'échappent des taxis et des transports collectifs. C'est incompréhensible. Donc je pense que à un moment, voilà, il faut que la société prenne en effet des décisions radicales pour reprendre. Pardon, mais Madame je crois qu'on est dans un contexte où, par exemple, sur le taxi, pape François vient de faire une encyclique qui est exceptionnelle, qui est juste exceptionnelle, qui appelle à une révolution écologique, qui appelle à une écologie radicale. Eh bien, dans ces domaines-là, ayons en effet une écologie radicale, et à un moment, fixons des échéances en tenant en compte aussi de l'implication, c'est-à-dire des emplois. Il faut arrêter d'être en faveur fiscalement Merci du diesel, Madame la non pas de Ministre. l'essence. Merci pour votre disponibilité, d'autant qu'au Sénat, on sait qu'être radical, ça a plusieurs acceptions. Voilà. Voilà pour l'audition de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui avait été auditionnée par les sénateurs de la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Vous le savez, depuis, cette commission d'enquête a rendu ses conclusions et elle a estimé à 100 milliards d'euros par an le coût annuel pour la France de cette pollution de l'air. Depuis d'ailleurs, Ségolène Royal a fait de nombreuses annonces au mois de juillet pour prendre en compte ce problème. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.